Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast numéro 33 déjà, le podcast Nature Aventure Survie, ici Alban Cambe, auteur entre autres de Nature Aventure Survie, le livre éponyme et de l'art ancestral de la navigation naturelle. Dans cet épisode, on va parler de quelques plantes utiles, comestibles et médicinales pour débuter en bushcraft. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast dans lequel on va répondre à une question qui m'a été posée par Norseman Résilience sur Instagram. Norseman m'écrit « Bonjour monsieur ». Monsieur, lol. Monsieur Résilience, je vais me permettre de te tutoyer et de t'appeler Norseman entre nous. Alors bonjour monsieur, je regarde avec beaucoup d'intérêt vos posts et vidéos sur YouTube, c'est vraiment intéressant. Je me permets de vous contacter car j'essaye de faire un petit carnet personnel à la main avec les connaissances de bushcraft, survie, secourisme, orientation, etc. Concernant les plantes comestibles, j'ai très peu d'informations et de connaissances. J'aurais voulu pouvoir identifier en gros les 10 principales pour se nourrir et 10 autres pour se soigner. Avez-vous une idée précise de ces deux top 10 ou des liens pour que je puisse me renseigner? Merci d'avance et bon week-end à vous. Alors, tel que je l'ai dit déjà à ce cher Norseman, c'est une très bonne idée déjà de faire un carnet dans lequel on note ces petites affaires. J'avais personnellement, il y a quelques années, commencé à faire un carnet de survie également, et puis je me suis rendu compte que je ne notais que des choses en rapport avec la nature, et c'est pour ça que je me suis bien rendu compte qu'en fait la survie, je n'en avais rien à cirer, et que ce qui m'intéressait, c'était ces petites informations, ces petits secrets que nous réserve la nature. Donc ce carnet, je ne l'ai pas perpétué, mais il aurait pu s'agir d'un carnet de bushcraft. Le prendre des notes, faire un carnet, ça permet de mieux mémoriser, et en plus, vu qu'on a déjà fait le tri d'informations, il suffit d'y jeter un petit coup d'œil de temps en temps pour réactiver toutes les connaissances qu'on a. On néglige trop souvent désormais l'écriture manuelle, je pense que c'est un tort, et j'ai repris beaucoup de plaisir à réécrire à la main dans mes carnets par exemple, dans des cahiers. Lorsque je lance un nouveau projet littéraire, j'écris énormément dans des cahiers, un cahier dédié à chaque projet. Et je pense que je vais me prendre encore une saucée. Bon, ça va, je suis breton, je suis pas en sucre, mais j'ai quand même la norac. Alors, c'est une très bonne idée de faire un petit carnet. C'est une très bonne idée aussi de l'illustrer avec des petits dessins. Et oui, c'est une très bonne idée d'y noter quelques petites plantes que tu pourras découvrir pour débuter ta pratique. Cependant, tel que je te l'ai dit déjà par Instagram, mais là je le dis pour tout le monde, peut-être que se lancer le défi d'identifier déjà 10 plantes comestibles plus 10 plantes médicinales de prime abord, ça peut paraître assez imposant. Donc mieux vaut diviser ce chiffre par 2 en partant par exemple sur 5 plantes. Et en plus, je vais simplifier encore le problème, puisque je ne vais pas te proposer 5 plantes comestibles puis 5 plantes médicinales, je vais te proposer simplement de prendre 5 plantes comestibles et médicinales. Il y avait un dicton que nos ancêtres maîtrisaient énormément, il s'agit du dicton « la santé est dans l'assiette », puisque toutes les plantes qui sont comestibles dans la nature ont trouvé une utilisation médicinale, en tout cas depuis au moins l'Antiquité. Et ça, c'est documenté. C'est dans les livres, faut le savoir. Alors, on pourrait commencer par quoi? Eh bien, j'ai presque envie de passer très vite sur l'ortie, tant c'est quelque chose qui est déjà énormément documenté. C'est un véritable poncif en survie. Donc l'ortie, sans rentrer dans les détails des espèces, donc le genre Urtica, les orties sont essentiellement diurétiques, elles permettent de bien entretenir les reins, la vessie, elles rincent l'organisme en quelque sorte, ça combat aussi le rhume des foins, faut le savoir. Donc quand vous avez des allergies, eh bien on peut se tourner vers l'ortie, vers des tisanes notamment, ou la plante fraîche, pour soulager un petit peu ces symptômes. Et là en fait je me suis posé une question lorsque j'ai découvert cette vertu. C'est qu'il faut savoir que les orties, donc qui piquent et qui donnent cette urtication, ces petits boutons qui démangent,
Eh bien en fait, elles ont des sortes de petites aiguilles de silice au niveau de leurs feuilles et de leurs tiges qui injectent un mélange d'acétylcholine et de sérotonine qui irrite la peau, mais également d'histamine. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le jargon médical et les molécules, l'histamine, c'est ce qui est relargué dans notre corps et qui va provoquer ces allergies, qui va provoquer une vasodilatation des vaisseaux, qui va faire couler le nez par exemple. Donc c'est assez intéressant de savoir qu'en fait on va ingérer de l'histamine lorsqu'on va consommer les orties et que ça va nous soulager. Alors je ne suis pas allé creuser le pourquoi du comment, mais voilà, c'est comme si on soignait un petit peu le mal par le mal. C'est assez intéressant. Sinon l'ortie elle est réputée aussi en tant que bain de bouche. On peut faire des bains de bouche, des gargarismes pour soulager les aftes, les gingivites et les maux de gorge. Et puis bien sûr c'est une bombe nutritionnelle, elle contient énormément de vitamines, vitamine A, B, C, beaucoup de fer. D'ailleurs cette teneur en fer fait que la plante est anti-asthénique, donc ça veut dire que ça lutte contre les coups de fatigue en quelque sorte. J'ai un bon copain, Andreas, si tu m'écoutes, qui est artisan et qui a un boulot vraiment physique, et il m'a confié, après avoir lu mon premier livre, Nature, Aventure, Survie, qu'il avait essayé de se faire des thés d'ortie le matin en remplacement du café. Eh bien, ses ouvriers n'arrivent plus à le suivre, et ils se demandent vraiment s'il ne prend pas de la drogue. Donc des thés d'ortie aussi peuvent stimuler l'organisme, surtout les défenses immunitaires, mais également au sens, donner de l'énergie. Donc elle contient beaucoup de fer, elle contient beaucoup de calcium, de magnésium et de phosphore. Donc l'ortie, bien sûr, c'est quelque chose qu'il faut implémenter absolument dans ta découverte. Et puis en plus, je pense qu'on s'y est tous frottés au moins une fois quand on était gamin, donc on se souvient très bien de ce que c'est l'ortie. Deuxième plante que j'aime assez, c'est le plantain, du genre plantago. Alors il y a en gros 3 espèces de plantain en France, le plantain majeur, le plantain lancéolé et le plantain corne de cerf, mais ils partagent tous les mêmes caractéristiques en termes médicinales et en termes de comestibilité. C'est juste la forme des feuilles qui change un petit peu. Donc le plantain majeur, c'est une feuille très ronde avec des nervures très marquées, de véritables côtes. Le plantain lancéolé également, il a des nervures très marquées, mais la feuille est a une forme beaucoup plus allongée et pointue. Et le plantain corne de cerf, comme son nom l'indique, ça ressemble à des cornes de cerf et ça pousse plutôt dans les milieux vraiment sablonneux, très souvent sur le littoral. Alors le plantain, il a un goût de cèpe, c'est ça qui est intéressant, on peut en faire des potages, des omelettes. Dans mon premier ouvrage Nature, Aventure, Survie, vous trouverez une recette de risotto au plantain qui surprend toujours énormément mes invités. Ces vertus médicinales, alors elles sont apaisantes pour les voies respiratoires, on l'utilise surtout en cas de toux, mais il faut savoir aussi que sur les plaies, il a une vertu cicatrisante. En fait, il y avait même une description dans le livre Nos grands-mères savaient qui disait que les paysans l'utilisaient dès qu'ils avaient une coupure assez importante. Donc en cataplasme, ça permet d'arrêter le saignement et de resserrer les chairs à tel point qu'ils décrivent le résultat comme si la plaie avait été cousue de fil d'or. C'est pour dire l'intérêt que portaient les paysans à une époque reculée pour cette plante. Elle est bien sûr aussi anti-urticante. Pour cela, il suffit de mâcher une feuille, de recracher, c'est pas élégant, et d'appliquer sur l'endroit où vous êtes fait piquer par des moustiques ou des orties telles qu'on les a décrites précédemment. Troisième plante, on reste vraiment dans le classique, puisque ce sont les plantes que l'on étudie pour débuter en bushcraft. Donc moi je vous propose le pissenlit du genre Taraxacum. Alors c'est assez difficile à reconnaître, mais la confusion n'est pas malheureuse, vous n'allez pas vous intoxiquer. Donc là vous montez d'un cran en fait dans la difficulté. Pour bien reconnaître un pissenlit, il faut être rigoureux sur certains critères botaniques. Je vous renvoie à ma vidéo sur le pissenlit que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, ou éventuellement un article qui était paru dans le numéro 3 de Survival, je crois, et vous le retrouvez aussi dans mon premier livre Nature, Aventure, Survie. Bref, le pissenlit, l'avantage c'est qu'il est présent toute l'année. On pense souvent que le pissenlit n'est présent qu'au printemps parce que c'est là qu'on voit notamment ses fleurs, enfin ses inflorescences jaunes. Et on commence à voir également ces infrutescences, vous savez, les petits parachutes qui s'envolent un petit peu partout. Mais en fait, il est présent toute l'année, il faut apprendre à reconnaître sa feuille qui rappelle la mâchoire d'un lion. C'est pour ça qu'un de ses autres noms, c'est dent de lion, qui a donné dandelion en anglais. Donc il est présent toute l'année, on peut utiliser
toute la plante, hormis peut-être la hampe florale qui est riche en latex, ce liquide blanchâtre qui est très très amer, quoi qu'on peut l'utiliser pour faire des trompettes en fait, pour faire du bruit. La racine, elle est très amère, elle est croquante, on peut l'utiliser en salade. Si on la récolte plutôt en hiver, l'amertume est moindre. Et franchement, j'aime bien de temps en temps déterrer une petite racine de pissenlit et la croquer directement sur le terrain. On peut la torréfier, soi-disant, pour faire un expédient de café sur le terrain, tel qu'on le dit dans beaucoup de livres. Mais il suffit de l'essayer une fois et vous allez vous rendre compte que, en fait, vous allez juste avoir une boisson, certes très amère, mais avec un goût de cramé, en fait. Donc peut-être que j'ai mal réussi la recette, je ne sais pas, mais j'ai pas trouvé ça super satisfaisant. Rien ne vaut un bon café kettlebell tel que je le présente dans mes autres vidéos. On peut utiliser notamment la feuille en salade ou en guise d'épinard, revenu dans du beurre. Les boutons floraux, vous les faites macérer dans un peu de vinaigre à la mode pickles et ça remplace les capres. Le pissenlit, c'est vraiment la plante qui détoxifie l'organisme, notamment le foie, les reins. Bref, c'est idéal après les abus des fêtes de fin d'année. C'est pour ça qu'on le recommande en cure au début de l'année, en janvier. Quatrième plante déjà. Enfin, on compte pas l'ortie, on a dit. Donc on va dire troisième plante. La bardane. Alors là, pareil, on monte un petit peu dans la complexité, c'est volontaire. Toujours pas de risque de s'empoisonner malheureusement. Mais par contre, il faut juste faire attention au moment où on va récolter la plante, puisque la bardane, du genre Arctium, il en existe plein, mais elles sont bisannuelles. C'est-à-dire que la plante va germer depuis l'état graine, va se développer, va former des feuilles, et va pouvoir former des fleurs pour donner des graines et se reproduire, mais ça en l'espace de 2 ans en fait. Donc si vous ne récoltez pas la bardane au bon moment, vous allez tomber sur une plante insipide, ligneuse, avec très peu de choses à manger dessus. C'est pour ça que je dis qu'on monte un petit peu dans la complexité. Là, il va falloir apprendre à reconnaître la bardane au meilleur moment. Alors, pour simplifier, la première année, la bardane va essentiellement constituer des réserves. Et les réserves, elles vont se former sous forme d'amidon, essentiellement dans la racine, qui va devenir très charnue. Par contre, la deuxième année, la bardane va se concentrer sur la production de ses graines, donc avec les fleurs et ces fruits que l'on connaît, qui ont des petits crochets qui s'accrochent aux vêtements et aux poils d'animaux. Ces crochets qui ont d'ailleurs inspiré, soit dit en passant, la formation du velcro. Le scratch. Donc cette racine, on peut la déterrer avant la deuxième année, c'est ça l'idéal, lorsqu'elle est bien chargée en glucides, notamment en amidon. Elle a un goût assez terreux, donc c'est pour ça que beaucoup d'auteurs recommandent de la faire bouillir dans plusieurs bains. Nous on l'avait fait griller en stage avec les stagiaires et c'était plutôt pas mal. Ça donne un peu une patate, enfin une sorte de consistance de pomme de terre qui est vrai, a un goût un peu terreux, donc ça se mange, c'est plutôt agréable quand on sait que il faut déployer une bonne quantité d'énergie pour la déterrer. On récupère quand même un petit peu d'énergie sous forme de glucides. C'est pour ça que je laisse toujours les stagiaires s'occuper du déterrage et que moi je les regarde faire. Bon, ce qu'on sait moins, c'est qu'on peut utiliser les pétioles et les tiges aussi, et ça on peut les manger même crus. C'est très agréable. Il vous suffit de récolter les pétioles, donc c'est-à-dire cette espèce de petite tige à la base des feuilles, et d'enlever l'écorce, entre guillemets, qui est un petit peu fibreuse, qui est désagréable à mâcher. Et vous allez obtenir une chair qui est verte et qui rappelle furieusement l'artichaut. Donc on peut faire cuire ces petits segments dans du beurre aussi, ou même à la vapeur. Mais moi je les croque sur le terrain et c'est vrai que le goût rappelle un petit peu l'artichaut, c'est assez agréable. Alors la bardane, pareil, c'est une plante qui est très connue pour être détoxifiante, mais on peut utiliser, est-ce qu'on parle de cataplasme? J'ai un doute, mais on réduit en bouillie en fait sa racine pour faire des lotions capillaires. C'est soi-disant, ça ralentit la chute des cheveux, messieurs, si ça vous intéresse. Sinon, les feuilles réduite en cataplasme également pour tout ce qui est problème de peau, eczéma, herpès, acné, etc., etc. Même pour les brûlures.
Allez, on monte d'un cran dans la complexité, et là, il vaut mieux pas se foirer. On va parler de la consoude, du genre Symphytum. Alors, en général, on parle vraiment de la consoude officinale, Symphytum officinale. Alors, attention, puisque cette plante peut prêter à confusion avec une plante qui est mortelle et qu'on appelle la digitale. Alors, elles ont un peu les mêmes feuilles, mais dès que les fleurs apparaissent, la différence est flagrante. Les digitales ont des clochettes qui sont situées à l'extrémité de l'arme florale. Les digitales peuvent être de couleur rose, pourpre, jaune, blanche. Les consoudes également peuvent adopter les mêmes teintes, mais par contre les petites clochettes sont suspendues sous forme de grappe. Donc la forme des fleurs est très très différente. Ensuite, au niveau des feuilles, donc là où il faut faire très attention lorsqu'on n'a pas accès aux fleurs, eh bien, il y a une différence qui est flagrante, c'est que la digitale a des feuilles qui sont très très douces, très très dufteuses, couvertes de petits poils, alors que la consoude, elle a également des feuilles qui sont couvertes de petits poils, mais c'est extrêmement rêche, comme un paillasson. Donc si ça accroche au toucher, on a plutôt tendance à dire que c'est la consoude. Si c'est très très doux, trop doux pour être honnête, comme je dis tout souvent, ce serait plutôt de la digitale et mieux vaut passer son chemin. Ensuite, la consoude, méfiance, même si elle est comestible et qu'elle a un délicieux goût de poisson, c'est pour ça qu'on peut en faire des poissons panés végétaux. J'en donne la recette dans Nature Aventure Survie, mais surtout une recette beaucoup plus détaillée dans mon nouveau livre Bushcraft, suivez le guide, aux éditions Idéo, qui paraît en juillet 2020. Donc 240 pages, noir et blanc, pas d'illustration certes, mais je vous donne toutes les clés justement pour apprendre par vous-même à reconnaître les plantes. Parce que c'est bien gentil de se réfugier derrière un guide illustré, mais très souvent on néglige l'apprentissage de ces réflexes botaniques en fait. Et surtout, je vous apprends à vous servir de la nomenclature binomiale dont j'ai parlé dans le précédent podcast, qui vous permet de faire des recherches approfondies et d'aller connaître les différents genres et les espèces concernées. Donc la consoude, on peut l'utiliser pour faire des petits poissons panés végétaux, on peut faire aussi des potages, des salades, ce genre de choses. Mais il ne faut pas en consommer trop souvent, puisqu'elle contient des substances toxiques pour le foie, ce qu'on appelle les pyrrolizidines, et en gros ça peut développer des tumeurs hépatiques. Bon, il faut en consommer quand même une grosse quantité, donc allez, si vous faites des poissons panés végétaux comme ça une fois par semaine, ça passe largement. C'est juste qu'il faut mieux pas en manger tous les jours, quoi. La consoude, c'est vraiment la plante qui permet de soigner les affections musculaires et les affections aussi cutanées. Donc tous les petits bobos que vous pourriez vous faire, par exemple, en pratiquant la bagarre, comme moi j'aime, comme le Krav Maga par exemple, eh bien les ecchymoses, les hématomes, les tendinites, les déchirures musculaires également, enfin bref, tout ce spectre de troubles musculo-squelettiques peut être soulagé par la consoude en cataplasme. Il suffit d'écraser les feuilles dans un petit peu d'eau et d'appliquer sur la zone douloureuse. J'ai un copain qui s'est soigné comme ça d'une douleur à l'épaule, il ne savait même pas ce que c'était, mais en tout cas il dit que ça a été radical. Et j'ai entendu également aux États-Unis un monsieur qui disait mâcher les racines de consoude. Alors j'ose même pas imaginer l'amertume, mais il mâchait les racines de consoude pour se soulager de lombalgie chronique. Et apparemment, c'était très efficace. Des études ont d'ailleurs montré que les cataplasmes de consoude sont beaucoup plus efficaces que le diclofénac, c'est-à-dire la molécule que l'on contient dans un médicament. J'ai vraiment du mal aujourd'hui. Désolé, je reprends. Donc, des études scientifiques ont montré que les cataplasmes de consoude sont au moins aussi efficaces, voire même beaucoup plus efficaces, qu'une molécule que l'on appelle le diclofénac et qui est contenue dans des médicaments que l'on connaît sous le nom de Voltaren, par exemple. Donc voilà, là on a un remède naturel qui est vraiment extrêmement efficace, qui est démontré par la science et qu'on peut planter chez soi au fond du jardin pour en avoir quasiment toute l'année. Donc vraiment, la consoude, c'est pour ça que je dis que c'est une de mes plantes favorites, c'est qu'elle soulage les troubles musculaires que je rencontre assez souvent en raison de ma pratique sportive, mais elle a également un goût qui est vraiment délicieux et qui surprend toujours. Vous faites juste des sortes de petits akras ou alors des tempura de consoude, et c'est parti, vous avez déjà impressionné la galerie pour l'apéro.
Allez, un petit bonus, c'est bien sûr l'ail des ours. Je voue un culte vraiment inégalé à l'ail dans son ensemble, donc l'ail cultivé, mais aussi l'ail des ours, donc toutes les plantes du genre Allium, ce qu'on appelle au pluriel, attention là c'est la minute orthographe et vocabulaire, au pluriel on dit les os, A-U-L-X, c'est bien pour les mots croisés ça, et ça impressionne toujours mes élèves de 6e. Donc l'ail des ours par exemple, Allium ursinum, qui se développe au printemps et qu'on reconnaît à sa feuille qui est vraiment très tendre, une feuille toute verte, pointue, avec une nervure centrale assez marquée, mais surtout qui dégage une odeur d'ail, vraiment, on ne peut pas se tromper. Et quand on dit qu'il y a une confusion possible avec le muguet, en fait il faudrait déjà se tromper quasiment d'une saison, puisque le muguet, à partir de mai, juin, juillet, il reste en place, certes sans les fleurs, donc on ne peut pas le reconnaître, mais surtout quand on froisse la feuille, il n'y a pas cette odeur d'ail qui est caractéristique de l'ail des ours. Alors l'ail des ours, comme tous les autres os, il est vermifuge, il facilite la digestion et surtout il est antimicrobien. En externe par exemple, vous pouvez écraser les feuilles d'ail des ours ou écraser une tête d'ail cultivée pour désinfecter une plaie. Alors ça pique, mais c'est très efficace. Et en interne, il a le même rôle. Donc c'est-à-dire que dès que je me tape une rhinopharyngite ou un truc un peu bizarre qui passe par là, je mange des grosses quantités d'ail cru. C'est-à-dire que le soir, avant d'aller me coucher, je prends carrément une tête d'ail que je mâche. Ça soulage énormément au niveau de la gorge. Par contre, le goût est intolérable. Ça donne envie de pleurer, clairement. J'ose pas imaginer la laine non plus, mais en un jour ou deux, au moins, le mal passe. Donc c'est à tenter. Et bien sûr, l'ail des ours, vous pouvez le préparer en pesto, en sauce, en omelette, etc. etc. Et il faut savoir qu'il se congèle très très bien. Donc voilà, Monsieur Résilience, ce cher Norseman, j'espère avoir répondu à ta question de façon un peu plus éclairée. Tu vois que j'essaye d'être minimaliste dans l'apprentissage. Essayez, lorsque vous voulez apprendre de nouvelles plantes, à vous focaliser sur un petit panel. Rien ne sert de vous dire « Ah, je vais apprendre 20 nouvelles plantes pendant cette saison ». Non, mieux vaut vraiment vous dédier à ce qui vous intéresse, quoi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir découvrir des ressources super intéressantes. Méfiez-vous aussi parfois des sources que vous allez utiliser, par exemple sur Internet. Tournez-vous plutôt vers des livres publiés et bien relus. Sur le thème des plantes médicinales, je ne peux que trop vous recommander le livre « Nos grands-mères savaient » de Jean Palaiseul. Essayez de trouver une édition assez ancienne, puisque dans ce cas, vous aurez des plantes qui ne sont plus dans les éditions actuelles. Et puis sinon, je me répète, mais le guide de la faune et de la flore de chez Flammarion pour apprendre à reconnaître un panel de plantes, d'oiseaux, d'animaux, de champignons, de fougères, d'arbres, bref, des êtres vivants, qui est assez impressionnant, à un prix modique, et surtout c'est un petit livre qui tient très bien dans le sac à dos ou dans la poche. Je l'utilise tout le temps. J'espère que ce podcast vous aura plu. Vous voyez que désormais j'essaie de me focaliser juste sur une question, donc n'hésitez pas à me poser vos questions par mail. L'adresse c'est contact@albancamp.com. Vous pouvez passer aussi par le formulaire de contact de mon site albancamp.com ou sur Instagram, le seul réseau social sur lequel je suis vraiment actif. Vous pouvez m'envoyer un message direct. Le profil c'est @albancamp et vous y retrouverez tous les jours, ou presque, une astuce bushcraft, un petit truc pour vous aider dans votre pratique. Il flotte vraiment, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée et un bon bushcraft à tous. Et désolé pour le retard sur ce podcast, je voulais le publier début juin, mais avec la rentrée des classes, ça a été le bordel. Bref, il est publié, je vais essayer d'en faire d'autres. Allez, à plus.